Bonjour, je suis Pierrick Fay, le présentateur de la Story des Échos. Nous sommes vendredi et je cède ma place en ce jour à BOM, le podcast sur le business de la musique présenté par Jean-Philippe Louis. Il n'a pas osé reprendre cette célèbre chanson du répertoire de Patrick Juvet, Où sont les femmes ? C'est pourtant le thème du BOM du jour, les femmes dans l'industrie musicale. Cet épisode est parti d'un constat, observé presque par hasard, lors de notre dernier épisode portant sur le marché de la musique électronique. Le circuit 2018 des festivals de musique techno a été dominé par des femmes, dont Nina Kraviz et Amélie Lens. Nous avons voulu en savoir plus. Et il se trouve que derrière ce chiffre se cache un autre. Si les stars féminines ont dominé les circuits de musique électronique, seuls 19% des artistes en festival étaient des femmes. Et puis en avril dernier, le magazine culturel Télérama publie un article choc. Changer de disque, les machos. Une enquête où artistes et cadres féminins de l'industrie racontaient leurs mésaventures sexistes. Des témoignages de ce genre, nous ne pensions pas en récolter autant. Faute de place, nous n'en citerons ici que quelques-unes, écrit la journaliste Valérie Lehoux. De sorte qu'à BOM, nous avons voulu parler à des femmes de l'industrie et faire un bref état des lieux à travers 3 parcours. 3 témoignages de femmes de l'industrie. Je suis Jean-Philippe Louis et vous écoutez BOM, le podcast des Échos qui décrypte l'économie de la musique. Celui ou celle qui, à mon avis, va transformer sa culotte ou son slip en porte-bonheur ce soir, et il faudra la remettre souvent. Brol, Angèle. La victoire est remise à Clara Luciani. Et pour l'album rock, Radiate, Jeanne Adette. Album révélation de l'année, groupe ou artiste de l'année, album rock de l'année, album musique de l'année, clip vidéo de l'année. En 2019, les femmes ont remporté les plus grands prix aux victoires de la musique, notamment la chanteuse Angèle qui domine les classements stream. Et puis, il y a cette femme. Aya Nakamura et sa chanson Jaja, reprise dans le monde entier, dont les rimes ont été reprises lors des manifestations contre les violences sexistes en novembre dernier. Une icône féministe, selon le quotidien américain The New York Times. On compte également Beyoncé, Rihanna, chanteuse la plus riche du monde devant Madonna et Céline Dion. Dans la musique pop et la musique électronique, les femmes semblent avoir pris le pouvoir depuis bien longtemps. Mais il y a encore certains domaines, certains genres que l'on considère comme farouchement masculins, à l'instar du rock, qui possède pourtant ses gloires et ses icônes féminines. Bonjour, je suis Sophie Rosemont, je suis journaliste, autrice et j'enseigne aussi le journalisme et la littérature. Et je viens de sortir un livre qui s'appelle Girls Rock et j'écris pour Rolling Stone, pour Vanity Fair, pour Glamour et d'autres magazines. Et je suis aussi chroniqueuse à La Dispute chez France Culture. Bonjour Sophie Rosemont. Je vais parler de la 3e page de votre livre Girls Rock aux éditions du Nil et de la préface de Shirley Manson à la 3e page. Oui, les filles ont leurs propres histoires qui restent inconnues ou oubliées et lorsqu'on les raconte enfin, elles sont souvent déformées, niées ou attribuées à un autre. Pourquoi ces histoires de femmes sont oubliées ou mal racontées ? C'est à cause justement de ceux qui les racontent ? Oui, sans doute. Si ce sont des personnes qui sont des hommes qui ont la parole, oui, ils peuvent plus facilement oublier les faits d'armes des femmes. En tout cas, ça a été le cas pendant très longtemps. Il est étonnant de voir que des personnalités comme Sister Rosetta Tharpe n'ont pas du tout été reconnues à leur juste valeur pendant très longtemps, parce que femmes, parce que pauvres, parce que noires, et que forcément, face au patriarcat mâle et blanc, ça fait très radical ce que je dis, mais c'est vrai que face à des rockers qui pensent que de toute façon, la femme ne peut pas être une rockeuse, oui, ça pesait pas assez lourd. Il est vrai que j'avais pu remarquer que certains destins, certaines histoires de ces artistes féminines manquaient, c'est pas mal d'encyclopédies. D'où la naissance du livre et d'où effectivement la formule de Shirley Manson. C'est parce que dans le rock, les femmes sont plutôt vues comme des muses, des inspiratrices ou des groupies dont rêvent les rockers, généralement des hommes. C'est tout à fait vrai.
on voit plus facilement la femme comme une muse, une accompagnatrice, une bonne fée à la limite, que comme une créatrice digne de ce nom. On les réduit souvent à ces rôles-là. On a eu pendant très longtemps la fâcheuse habitude de considérer qu'elle ne pouvait pas exister par elle-même, qu'elle existait forcément dans l'ombre d'un homme. Alors oui, on leur reconnaissait des qualités, la bienveillance, l'accompagnement, le dévouement, mais en fait non, elles peuvent aussi avoir l'audace, le talent, l'imagination, et c'est ce qu'elles ont montré, même lorsque c'était des muses comme Laurie Anderson, Joan Carter Cash ou Yoko Ono. Chacune avait sa propre personnalité et chacune a créé son propre univers. C'est un peu comme si coucher avec un homme faisait qu'on prenait un petit peu de sa lumière. Bon, pas sans doute de son talent, parce que ça serait trop demandé pour une femme. Non, mais c'est vrai que quand je cite Kathleen Hanna au début de mon ouvrage, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a dit que la meilleure façon de faire du rock'n'roll, c'était être une groupie, de montrer nos seins et d'avoir une aventure avec un rocker, alors que pas du tout. On peut être une rockeuse soi-même. Quelles histoires parmi ces femmes dont vous parlez dans votre livre vous a le plus marqué? C'est toujours très difficile de répondre à ce type de questions, même si c'est vrai que c'est intéressant. Il y a forcément des points d'orgue. Moi, c'est vrai que PJ Harvey est vraiment une figure qui me fascine, par son indépendance, par sa sensualité, par son engagement et par le fait qu'il n'existe pas de mauvaises chansons de PJ Harvey. Après, voilà, il y a des femmes que je vénère, comme Joni Mitchell, comme Lydia Lunch, pour des raisons très différentes, ou Bessie Smith, qui pour moi était une immense blueswoman, qui tenait un discours d'un modernisme incroyable, il y a quand même quasiment un siècle. Tous ces petites anecdotes font finalement, ce qui pour moi sort, c'est que toutes ces femmes ont dû combattre des choses, que ce soit leur solitude, le manque de bienveillance de l'autre, parfois leur panne d'inspiration, leur manque de moyens aussi, tant matériels que financiers. Nico, c'est vrai que c'est un personnage qui est très intéressant, c'est-à-dire elle, pour le coup, c'est vraiment la belle-fille reléguée au rang de muse de Andy Warhol, qui a eu le malheur d'avoir beaucoup d'amants, alors que quand c'est un homme, on trouve ça super. Mick Jagger, on s'extasie devant son tableau de chasse. Par contre, Nico n'avait pas le droit d'avoir une ribambelle d'Allemands tous aussi beaux et talentueux les uns que les autres. C'est un peu injuste, c'est même très injuste. Côté artistique, les femmes sont donc bien présentes dans le rock, dans la musique pop et même dans le rap, du moins un peu, avec notamment la chanteuse Chilla. J'évoque les dames, ils parlent de tasse, on parle de rap, d'autres parlent de classe. Il n'y a pas de place dans le game pour les femmes, je retourne la donne et vous donne du glam. Le rock'n'roll, comme toutes les musiques, on va dire, d'obédience contestataire, c'est le cas aussi du hip-hop, est censé être plus viril, plus masculin. On est censé être plus radical, plus engagé, plus fervent, plus énervé lorsqu'on a un homme, ce qui est évidemment complètement faux. Quand une femme est énervée, elle est censée juste être hystérique, alors que pas du tout. Donc oui, il y a cet aspect-là qui tient au genre, on va dire, et aussi cet aspect qui épouse vraiment ce qui est une société qui évolue. Alors évidemment, maintenant, en 2019, on n'est pas comme dans les années 60, au tout début des années 60, où les femmes ne pouvaient même pas signer leur propre chèque, où c'était très compliqué de travailler et garder son salaire, etc., etc. Là, maintenant, il y a quand même une vraie liberté d'expression de la femme. Les mouvements féministes sont là pour nous le rappeler. Une femme est assez libre, elle est assez libre de prendre sa guitare, de partir en tournée, de signer avec un label et d'enregistrer un disque toute seule. Ce n'était pas si facilement le cas il y a plusieurs décennies. Ou alors, quand ça l'était, c'était vraiment contre vents et marées. Donc, il y a eu une évolution, mais oui, forcément, ça reflète une espèce de, pas de climat, mais de tendance à dévaloriser les actes et les exploits, et même tout simplement le moindre acte créatif de la femme. Merci, Sophie Rosemont. Au sein de l'industrie même de la musique, les femmes commencent à se distinguer. Le milieu est pourtant connu pour être très masculin, et les patrons des 3 grandes majors, Universal, Sony, Warner, sont des hommes. Bonjour Mathilde Côte-Brune. Oui, c'est moi. Vous êtes co-directeur développement international chez Universal Music, la plus grande major de la musique. Racontez-nous un peu votre parcours.
Alors moi, j'ai commencé tout de suite dans l'industrie de la musique après mes études, puisque j'ai fait un stage très formateur chez Because Music, donc un label indépendant. L'avantage de commencer en label indépendant, c'est qu'on touche tout de suite à tout. Une très bonne expérience de 6 mois et pour diverses raisons, je pouvais pas continuer à être en stage ou en CDD comme d'autres personnes le font. Donc, je me suis débrouillée pour être embauchée dans la foulée dans une boîte de management qui s'appelait à l'époque Rideback, qui aujourd'hui s'appelle Étendard, où je suis restée 2 ans et demi, donc encore l'occasion d'étendre mes compétences avec un autre domaine qui était cette fois plus en maison de disque mais en management, ce qui permet pour le coup vraiment de voir l'ensemble des domaines liés à la carrière d'un artiste. Donc c'était également très formateur et je suis toujours restée dans le domaine indépendant puisqu'ensuite je suis allée chez Kitsune. Où là, j'ai pu avoir une perspective plus internationale des choses. Et en l'espace de 3 ans chez Kitsune, j'ai commencé chef de projet, puis un petit peu en tant que DA, j'ai commencé à toucher à l'artistique, voilà, grâce à Gilda Lorec, qui est le patron du label et de Kitsune. Et la dernière année, j'ai pris la tête du label. Voilà, à petite échelle, puisque c'est un petit label, mais c'était une expérience formidable. Et puis, en parallèle, je faisais déjà du management pour un groupe qui s'appelle Her, que j'ai signé chez Universal, qui m'a permis d'étendre mon réseau au niveau de la major, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai eu une proposition, il y a 2 ans maintenant, de prendre la codirection du développement international chez Universal à cette occasion-là. Ce que j'ai accepté, voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était un milieu où il manquait encore de femmes ? Alors, c'est vrai que les mentors que j'ai pu avoir étaient plutôt masculins, puisque l'entreprise, c'est souvent un miroir de la société. Et dans le cadre d'une entreprise dans l'industrie de la musique, effectivement, les cadres sont plutôt masculins. Et c'est assez historique. Et d'ailleurs, toutes les grandes figures qu'on peut connaître dans l'industrie de la musique, que ce soit Eddie Barclay ou même Dr. Dre dans un autre style, c'est quand même tous des hommes. Donc, moi, ça a été la même chose. En revanche, oui, j'ai côtoyé et je côtoie toujours beaucoup de femmes, puisque même si elles ont assez peu accès à des postes de cadre et de direction, en revanche, il y a quand même beaucoup de femmes dans l'industrie de la musique. Pour plein de raisons, notamment parce qu'elles travaillent très bien et qu'elles sont très organisées. Donc, notamment en maison de disque, à des postes de chef de projet, il y a beaucoup de femmes. Dans les rôles de cadre, de chef, vous parliez d'Eddie Barclay, etc., il y a encore quelque chose à rattraper. Ah, complètement. Il y a encore un plafond de verre assez évident pour des postes de direction de label en tant que femme, clairement. D'ailleurs, je crois qu'Universal est la seule maison de disques où il y a 2 femmes à la tête de label, qui sont donc Natasha Krantz chez Mercury et Pauline Duhart chez Def Jam, sachant que Mercury est le plus gros label historique d'Universal et Def Jam est un label de rap plutôt street, donc c'est quand même des choix assez symboliques. Donc ça, c'est une bonne chose, ça veut dire que ça avance dans le bon sens, mais il y en a quand même pas assez. Petit à petit, dans les fonctions de cadre, de producteur, de management d'artistes, les femmes se font une place. Elles se rassemblent même afin de faire bouger les choses. Oui, tu m'entends ? Donc je m'appelle Adélia Nunes et je suis chargée de promotion dans une société de production de concerts et de tournées. Bisous Bouche, c'est un collectif ou comme on préfère l'appeler un club de meufs qu'on a fondé en 2017 avec 3 anciennes collègues du festival Calvi on the Rocks, dont l'idée est de regrouper un peu tous les talents féminins qu'on a autour de nous dans les industries créatives et culturelles, afin de leur permettre de se rencontrer, d'échanger, de s'entraider et de développer forcément des projets ensemble. Et du coup, le postulat, c'est quoi ? C'est que il y a des filles dans l'industrie, dans les labels, dans le management, etc., mais elles ne sont pas assez visibles. Oui, tout à fait. Je pense que on est, parce que je peux m'inclure un peu dedans, souvent dans l'ombre et là, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. On travaille beaucoup, je pense, sur certains artistes, par exemple, et on n'est pas forcément mis en avant. Mais après, je pense que ça fait partie aussi. Mais le postulat de départ de Bisous Bouche était vraiment
de mettre en avant tous les jeunes femmes un peu talentueuses qu'on a autour de nous, qui ne le sont pas forcément, qui ne sont pas forcément mises en avant dans leurs postes respectifs, ou qui typiquement n'osaient pas débuter un nouveau projet, et qui ont besoin d'un soutien, d'un cercle un peu de bienveillance, d'un réseau d'entraide en fait pour leur permettre de se développer. C'est un milieu masculin, l'industrie de la musique, ou pas? Je dirais que je pense que les hommes sont peut-être plus mis en avant, mais dans les faits, c'est une industrie assez égalitaire, quoi. Enfin, il y a autant de femmes que d'hommes. Je travaille dans une société où il y a d'ailleurs plus de femmes que d'hommes, mais je pense que c'est assez équilibré. Mais on met plus en avant les hommes. Mettre plus en avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se retrouvent plus à des postes de responsabilité? Ça veut dire qu'ils sont plus reconnus? Ils sont plus reconnus et on va peut-être parfois oublier un peu les petites mains ou les gens ou les femmes qui ont des postes un peu moins importants mais qui ont toute leur place dans la stratégie, typiquement. Et oui, c'est un peu, elle s'efface aussi, je pense, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un semblant ou même une vraie prise de conscience du milieu là-dessus, vu qu'il y a l'initiative Bisous Bouche, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a en ce moment, tu ressens cette, on va dire, oui, ce bouillonnement? Complètement. Et il y a plein effectivement de petits groupes et de collectifs qui émergent pour donner un peu plus de place en fait aux femmes dans cette industrie, et je trouve ça très bien. Il y a aussi il y a un groupe Facebook qui s'appelle She Said So, qui est vraiment un network composé que par des femmes dans la musique et qui est hyper efficace, qui permet d'échanger sur des pratiques de travail. C'est hyper pro, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance et de confiance, et on peut échanger sur plein de sujets. Oui, je pense que ça avance. Dans mon travail, après, je suis dans une entreprise qui est qui est vraiment équilibrée à ce niveau-là, qui est égalitaire, donc j'ai aucun souci là-dessus. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que oui, ça change, les mentalités commencent à changer, les langues se délient un peu sur pas mal de sujets, et les femmes dans la musique commencent à de plus en plus en parler. Nous, on a eu pas mal de filles dans Bisous Bouche qui avaient besoin de conseils là-dessus sur comment gérer tel ou tel boss, qui était pas forcément, qui avait des propos un peu cachés. Et je pense que le fait d'en parler déjà, ça permet de changer un peu au fur et à mesure les mentalités et d'avancer vers quelque chose de mieux, quoi. Merci Adélia Núñez. En avril dernier, 1200 professionnels du secteur de la musique ont signé un manifeste baptisé « Femmes engagées des métiers de la musique ». Elles appellent au changement des mentalités et des pratiques. Et leur discours est éloquent. Le temps est venu pour le monde de la musique de faire sa révolution égalitaire. Les agissements sexistes, racistes et plus globalement tous les comportements discriminants ne sont plus tolérables et doivent être dénoncés et sanctionnés. Trop longtemps, ils ont été passés sous silence. Nous prenons le micro aujourd'hui pour crier haut et fort que nous n'avons plus peur de les refuser. Cet épisode a été réalisé avec l'aide de Mathias Arignon. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast, sur la page BOM et la page La Story. À bientôt pour un nouvel épisode.